Le deuxième intervenant, qui est un groupe d'intervenants, puisqu'il s'agit du docteur Philippe Charlier, Isabelle Huynh-Charlier et Robert Carlier. Monsieur Charlier présente. Et il nous présente la communication intitulée « Apport de la radiologie en paléopathologie ». Vous disposez, Monsieur Charlier, de 20 minutes, plus 10 minutes de questions et d'échanges. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Tillot. Mes chers collègues, je vais essayer de vous présenter quel intérêt peut revêtir la radiologie, à la fois pour la paléopathologie, pour l'étude d'histoire de la médecine, et accessoirement, puisque notre discipline, même si elle se suffit déjà à elle-même par la curiosité scientifique et historique, eh bien la paléopathologie et l'histoire de la médecine ont vraiment un intérêt en anthropologie médico-légale et dans d'autres domaines de la médecine en général. Comme vous voyez, nous sommes une équipe pluridisciplinaire où se mélangent médecins légistes, radiologues, autant viscéraux que neuroradiologues et viscéraux et ostéo-articulaires. Alors, à travers cette présentation, je vais dresser le portrait de différents individus qui ont fait l'objet d'un examen paléopathologique. Diane de Poitiers, je vais revenir assez rapidement dessus. Anne d'Allègre et Guyvin de Laval, que vous ne connaissez pas encore peut-être. Une préparation anatomique inédite du XIIIe siècle. Un crâne trophée Nazca, les reliques de Saint-Afra. Alors vous voyez deux âges différents pour Saint-Afra, parce que c'est une fausse relique, soi-disant datant du 5e, qui en réalité date du XIIIe siècle. Les faux restes de Fulconera III, un crâne déformé Inca, un crâne surmodelé d'Océanie relativement récent, et un individu qui a mal fini son existence puisqu'il a été décapité par la guillotine à la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe. Alors, l'intérêt de la radiologie, un des premiers intérêts, c'est qu'elle nous permet de stocker de façon définitive, permanente, ad vitam aeternam, si je peux dire, les restes d'un individu qui vont s'altérer, se dégrader au fur et à mesure du temps. Donc, ça a une vocation d'abord de fixation d'informations. Non seulement en 2 dimensions, mais en plus en 3 dimensions. Ce que vous voyez ici, ce sont les restes vraiment ce qui reste à présent de Diane de Poitiers, c'est-à-dire à peu près 50% de son squelette, 50-60%, d'abord en vue frontale au-dessus, et puis ensuite en vue transversale. Donc un squelette sur lequel on peut travailler, dont on peut faire tourner l'intégralité des ossements dans un but de reconstitution, autant du visage ou de superposition du visage que d'identification de lésions pathologiques. Par exemple, la fracture de jambe, une fracture ancienne, consolidée, qui a intéressé Diane de Poitiers plusieurs années avant son décès et qui a été non seulement observée lors de l'examen paléopathologique systématique et également confirmée lors de l'examen radiologique où on voit très bien un cal fracturaire avec une petite consolidation nettement visible sous la forme d'une indentation au niveau de la diaphyse. Je vous parlais de reconstitution du visage, les restes étaient relativement peu importants, on n'a pas fait de reconstitution à proprement parler, on a fait plutôt une superposition pour vérifier, c'est un argument supplémentaire d'identification, pour vérifier que les ossements de la face correspondaient au dernier portrait réalisé par François Clouet quelques mois avant le décès de Diane de Poitiers en 1566. Et vous voyez ici une superposition relativement bonne du malaire gauche et du maxillaire gauche. On a exactement le même type de superposition conforme avec la mandibule. Quand, avec l'outil radiographique, on peut la mettre exactement dans la même position et la superposer au trait du visage. Donc on a en plus cette malléabilité de l'image et des formes dans les 3 dimensions, ce qui pour nous paléopathologistes est vraiment un luxe. Autre cas, autre dossier, autre patient avec Anne d'Allègre, qui est la mère de Guyvin de Laval, un des derniers comtes de Laval. Elle est morte et fut embaumée en 1619. Là, à nouveau, l'outil radiographique nous a permis de mieux préciser la gestuelle, si je peux dire, de l'embaumeur ou du chirurgien qui a réalisé la conservation corporelle de cette femme qui était protestante. Et vous voyez le sillage de la voûte crânienne qui était réalisé à l'époque pour l'excérébration. Alors, à gauche, c'est une image en scout, c'est-à-dire que vous avez l'équivalent en scanner d'un premier passage de rayon comme une radiographie en 2 dimensions. Et puis à droite, vous avez la reconstruction en 3 dimensions réalisée après quelques minutes de travail du scanner et évidemment du radiologue. Donc là, ça nous permet de faire tourner l'image et du coup de reconstituer les angles, les stries d'approche, les stries d'attaque, les stries de décarnisation, bref, toute la gestuelle de l'embaumeur qui commence d'un côté au niveau d'un pariétal, continue au niveau du frontal, gauche, puis droit, pariétal droit, il finit au niveau de l'occipital, il donne ensuite un coup au niveau du frontal et fait obliquer la voûte vers l'arrière, créant à nouveau des lésions traumatiques au niveau de l'occipital. Donc toute cette gestuelle-là, elle est comprise évidemment par l'examen paléopathologique direct, rien ne remplace un œil et accessoirement un cerveau, et en plus par les images qui sont stockées et qui nous permettent de retravailler encore nos hypothèses lorsqu'on ne dispose plus des ossements.
Guy Van Laval, donc le fils d'Anne d'Allègre, qui est mort avant sa maman, lui est mort en Hongrie en combattant les Turcs. Il a pris malheureusement un coup d'arquebuse à la fesse droite, ayant occasionné une hémorragie interne. Il y a eu une tentative de sauvetage de ce héros militaire, avec une amputation partielle de la fesse par un chirurgien, une tentative d'exérèse des fragments d'arquebuse qui étaient encore inclus dans l'os et dans les masses musculaires, ce qui explique la fragmentation de l'os coxal droit, avec d'une part une segmentation traumatique et en plus une segmentation iatrogène, si je peux dire, du moins une tentative désespérée de sauver ce héros militaire. Le même individu a subi des soins d'embaumement en tout point comparables de ceux de sa maman de sa mère quelques années plus tard, et à ces lésions d'embaumement, donc ces traces d'action eutropique directement visibles sur le squelette, se surajoutent des fragmentations qui sont taphonomiques, c'est-à-dire des fragmentations qui surviennent longtemps après le décès, au moment de l'enfouissement, une fois que les os commencent à se fragiliser en terre. Donc là, on a deux types de fractures différentes, avec à nouveau des aspects radiologiques différents, en plus d'avoir des aspects anatomopathologiques et visuellement, donc macroscopiquement différents. Et bien sur le plan radiologique, on a des lignes, des microfractures, des affaissements de densité jouxtant les fractures taphonomiques qu'on ne retrouve pas au niveau des soins d'embaumement. Donc les mesures de densité sur les berges sont également un des outils qui est utilisé, vous le verrez un petit peu après, sur un diagnostic de trépanation. Cette préparation anatomique humaine est une pièce assez extraordinaire, objectivement, évidemment. Elle m'a été présentée à l'origine comme étant une des pièces sur lesquelles soit André Vézal, soit Ambroise Paré se seraient préparé dans le but de sauver le roi Henri II après son accident de tournoi, où vous savez, il a reçu une lance à l'entrée de l'œil gauche, c'est le terme, l'entrée de l'œil gauche, donc il y a une petite ambiguïté sur ce terme, entrée de l'œil gauche, et vous savez, l'histoire qui en réalité n'a été inventée qu'à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, puisqu'elle n'est pas contemporaine des faits, il paraît qu'André Vézal et Ambroise Paré auraient chacun bénéficié de 2 condamnés à mort du Châtelet, qui auraient été suppliciés exactement de la même manière que l'accident du roi Henri II, et ensuite chacun de ces 2 individus fois 2, donc 4 au total, aurait été anatomisé, aurait été préparé par ces 2 médecins et chirurgiens dans le but de sauver de la meilleure façon le roi. En réalité, cette pièce anatomique ne correspond pas, même si elle a une présentation tout à fait comparable, notamment pour ce réclinement du scalp au-dessus de l'oreille et aussi cette incision rétro-auriculaire. C'est quelque chose qu'on observe assez fréquemment pour les préparations qui sont tannées, qui sont séchées, pour éviter que la peau ne se craquelle. C'est exactement comme en chirurgie, quand on fait une fasciotomie dans un syndrome des loges, c'est la même problématique, c'est diminuer la tension des chairs. Et bien malgré tout, on se rend compte qu'il y a une trajectoire qui est visible, qui ne correspond pas du tout à la trajectoire traumatique d'Henri II. Vous avez à droite le masque mortuaire de Henri II qui était conservé avant d'être perdu à la basilique Saint-Denis. Vous voyez très bien que la lésion traumatique, vais-je trouver le laser. La lésion traumatique au niveau d'Henri II rentre ici, au niveau de la narine gauche et remonte vers l'œil. En revanche, vous voyez que l'ouverture ménagée sur la pièce anatomique passe à nouveau par la narine, mais elle est beaucoup plus importante sous l'œil gauche et elle traverse également la narine droite. Ce n'est pas le seul argument qui nous a fait douter de l'authenticité de cette pièce. Une datation au carbone 14 a nettement était en défaveur d'une datation du XVIe siècle et a montré que c'était une pièce nettement plus ancienne, une pièce du XIIIe siècle. D'autres petites choses ne collaient pas. Cet individu avait un réseau vasculaire, veineux et artériel qui avait été injecté par une cire métallisée. Ça, on en a eu la surprise, et c'était vraiment une surprise, lorsqu'on a fait donc ce premier temps d'un examen scanographique, à savoir un scout. Et vous avez ici une vue latérale droite de ce supplicié, du moins de cet individu qui a été anatomisé, car vraisemblablement il n'a pas été supplicié, et une vue frontale avec, vous voyez, les troncs supra-aortiques qui ont été métallisés. Lorsqu'on fait abstraction de cette métallisation et de ces chairs, on a ici le tableau osseux de cet individu avec une fragmentation complète de l'orbite gauche et également une fragmentation de la voûte qui est un petit peu atypique. Le diagnostic ethnique a été réalisé à partir de cette pièce avec toutes les limites qui s'imposent sur des restes osseux uniquement limités à un crâne, et pour éviter de rentrer dans des déviances ethnologique ou raciale telle qu'on n'en pratique plus depuis plusieurs années. Néanmoins, il s'agit d'un sujet masculin, adulte vraisemblablement, mature.
il avait des cheveux blonds, il avait une petite moustache et une petite barbe qui était rasée court. C'est un des arguments principaux sur lesquels on fait un diagnostic du sexe sur le crâne, ou du moins sur une tête, parce que vous savez que le crâne, on a autant de chances de déterminer correctement le sexe en jouant avec le crâne qu'en jouant à pile ou face avec une pièce. Donc généralement, on préfère faire un diagnostic de sexe sur le bassin, où là, on a 98% de chances de ne pas se tromper. Donc la datation carbone 14 nous a donné une datation du XIIIe siècle, ce qui en fait une des plus anciennes préparations anatomiques connues. Manifestement, cette préparation avait pour but d'explorer le cerveau, le cervelet, l'innervation et la motricité de l'œil gauche, et également le réseau vasculaire supra-aortique, comme en témoigne la métallisation. Ce type de préparation correspond, ainsi que sa datation, aux différents types de préparation anatomique tels que décrits par divers anatomistes du XIIIe siècle, notamment Guillaume de Salicet, qui travaillait aux écoles, comme son nom ne l'indique pas, il est italien, c'est Guglielmo di Salicetto, des écoles de Bologne et de Salerne, Hugues de Lucca, en Italie, à nouveau, Théodoric, qui lui enseignait en Catalogne, et Brunus, qui lui était de l'école de Padoue. Donc 3 anatomistes italiens et un espagnol. Ce qui est quand même intéressant et ce qui interloque, et je n'ai absolument aucune explication, donc merci de ne pas me poser de questions à l'issue de cette présentation sur ce sujet, si vous voulez bien. Manifestement, les réseaux vasculaires ont été injectés sur cette pièce, près de 300 ans avant la description et la systématisation de la circulation sanguine par William Harvey. C'est une chose qu'on s'explique relativement peu. Alors à la question de savoir si, est-ce qu'on peut, par exemple, au XVIIe, au XVIIIe siècle, injecter de la cire métallisée dans des cavités vasculaires d'un individu qui est mort et qui a été anatomisé 300 ans avant, je réponds par la négative, ça ne semble pas anatomiquement faisable. Les vaisseaux sont collabés et c'est vraiment quelque chose qui se fait dans les jours ou dans les heures suivant le décès. Autre patient, si je peux dire, un crâne trophée Nazca qui provient du Pérou, nettement plus ancien, entre 200 avant Jésus-Christ et 600 après Jésus-Christ, donc 800 années de période de datation possible. Ce crâne était amputé au niveau de sa partie postéro-basale et comme vous voyez, la bouche était fermée, ce qui est une pratique assez commune à l'époque pour, entre guillemets, empêcher le mort de jeter un sort. On retrouve de telles pratiques nécrophobiques un petit peu plus tard, notamment en Europe, par exemple au 8e siècle après Jésus-Christ, où certains individus ont un galet enfoncé dans la bouche, vraisemblablement pour la même raison, alors qu'on est dans 2 sphères chronoculturelles radicalement différentes. Là, ce qui nous intéressait, c'est qu'on ne pouvait pas examiner l'intérieur du crâne et on voulait savoir s'il avait subi également une préparation interne ou d'autres anomalies. Vous voyez que c'est un individu qui avait des cheveux noirs et longs, peau, muscles, cils, sourcils, tout était entièrement bien conservé. Un individu masculin avec un petit peu de moustache, pardon, absolument pas de moustache, excusez-moi, au niveau du menton ou de la face en général. Donc, à nouveau, on fait un examen en 3 dimensions avec une reconstruction, ce qui nous permet, vous voyez, de faire tourner l'image dans toutes les dimensions, dans un but de stockage de données. Et puis ensuite, on fait abstraction des chairs et de tous les tissus mous, et là, on tombe directement sur le crâne en lui-même. Qu'observe-t-on ? D'abord, le crâne est déformé. Vous voyez qu'il y a 2 types d'aplatissement, un au niveau du frontal, l'autre un petit peu en arrière au niveau des 2 pariétaux, une fois passée la suture coronale. Vous voyez également qu'il existe une trépanation dans le sens neurochirurgical du terme, c'est-à-dire une ouverture de la boîte crânienne qui ici a été réalisée post-mortem. C'est une tête trophée. Donc il faut la porter à la ceinture avec des petits fils qui sont enfilés dans cet orifice, passant au niveau du front. Et vous voyez ici les fils de tissu qui permettent la suspension de cette pièce anatomique, vraisemblablement un ennemi qui a été battu à la guerre et dont le vainqueur portait le trophée à la ceinture. Donc vous voyez ici ces 2 stries d'aplatissement qui sont visibles sous la forme d'un accolement de la corticale interne et de la corticale externe, c'est-à-dire les tables, on parle de tables au niveau du crâne, qui sont accolées avec disparition ou atténuation de l'épaisseur du diploïde, ce qui traduit vraiment une contention au cours de la croissance crânienne de cet individu. Donc, déformation crânienne volontaire. Vous examinez également le trou de trépan, qui peut d'ailleurs être mesuré grâce à cet outil radiographique. Il mesurait 8 mm de diamètre. Suffisant, nettement suffisant, pour passer des petits fils. On remarque également la persistance de tissus organiques, notamment la langue qui était momifiée, que vous voyez ici, réduite entre un petit moignon entre les molaires. Et puis vous examinez aussi la persistance d'un matériel de comblement, notamment dans la loge jugale au niveau des masticateurs droits. Également, vous remarquez que l'œil gauche est conservé. Cet œil va nous intéresser un petit peu après, puisque vous voyez que le cristallin de cet œil s'est conservé et il a une densité qui est nettement supérieure à la normale et nettement supérieure à une densité qu'on observe sur les tissus secs. Et là, l'explication vient tout simplement de la pratique médico-chirurgicale de notre groupement où il existe ce qu'on appelle une cataracte qui est soit
cataracte aux ultraviolets, soit cataracte carentielle, telle qu'on peut en observer assez fréquemment toujours au Pérou, induite par les ultraviolets et l'absence de protection oculaire. C'est une maladie qu'on peut qualifier d'environnementale. Vous remarquez également des altérations qui sont taphonomiques, avec fragmentation dentaire, fracture mandibulaire, etc. Autre fracture ici au niveau de l'os malaire gauche, qui vraisemblablement n'a pas joué de rôle dans le mécanisme du décès, mais qui a pu participer à la mise à mort de cet individu si elle n'est pas taphonomique. En l'absence de consolidation, on ne peut pas juger. Autre cas dont j'ai déjà eu l'occasion de parler à l'occasion d'un colloque international de pathographie, le premier à Loches. Il s'agit du reliquaire de Saint-Afra, donc ce reliquaire qui était soi-disant normalement conservait les restes de cette sainte morte au 5e siècle après Jésus-Christ, qui en réalité a été datée à la suite de notre étude du 13e siècle. Quelle ne fut pas notre surprise lorsque le docteur Isabelle Huynh a fait le scanner de cette pièce anatomique à l'hôpital Saint-Antoine à Paris pendant une garde, avec l'autorisation de son chef de service. Eh bien, elle a trouvé ici un petit reliquaire secondaire inclus à l'intérieur du crâne qui conservait en réalité, grâce à la fibroscopie réalisée par M. Tillot, qui a extirpé ce petit reliquaire, eh bien on a trouvé un reliquaire comportant une petite justification, on appelle ça une authentique, disant que c'était les reliques de Saint Clément, Saint Clément étant le saint qui aurait converti Saint-Afra, anciennement prostituée à Augsbourg, et pendant une nuit qui n'était pas une nuit de débauche, mais qui était une nuit de conversion, il l'aurait convertie avant de la quitter et de l'abandonner le lendemain. Donc, dans la mort, ils auraient été réunis. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est une pièce qui a été énormément touchée, adorée. Elle vient d'une collection particulière de Barcelone, mais était anciennement localisée en Bavière. Et vous voyez que le crâne s'est morcelé au fur et à mesure d'être touché, d'être embrassé, de passer de main en main, avec une fragmentation qu'on peut vraiment dire taphonomique. Et puis, vous voyez, en jouant sur les densités, on peut isoler le petit vase reliquaire de la densité osseuse, mais également de toute la bourre et des tissus qui l'entourent, et avoir en 3 dimensions l'aspect céramologique complet de ce petit reliquaire. Vous imaginez bien qu'on utilise exactement les mêmes techniques maintenant avec des corps étrangers intracéphaliques en anthropologie médico-légale et en médecine légale en général. Fulconera III, pour vous montrer, donc il s'agit d'un comte d'Anjou qui est mort en 1040, sauf que les restes qu'on a retrouvés ne sont pas les siens, ils sont antérieurs à ce personnage, d'après la datation au carbone 14 et également d'après des témoignages anthropologiques. C'est un individu qui est mort aux alentours de 40 ans. Fulconera est mort à 80 ans, après avoir fait 3 pérégrinations en Terre Sainte, étant cavalier, etc. Cet individu n'avait aucune anthésopathie, était bien plus jeune, et surtout il présentait des lésions traumatiques au niveau du front qui n'accréditent pas la version de la mort officielle de Fulconera. Donc pas mal d'arguments allant contre l'authentification de ces restes. J'avance vite, et j'ai bientôt fini. Avec le crâne déformé, un cas chilien qui montre également le même type de déformation antémortem, des déformations crâniennes volontaires, avec, vous voyez, un aplatissement au niveau du front et au niveau des pariétaux. Ce qui est intéressant dans le cas présent, outre la confirmation donc, de cet aplatissement que vous savez maintenant bien reconnaître, c'était la présence d'un matériau mixte, biologique et minéral à l'intérieur de la boîte crânienne. Ici, en regard du frontal, juste en arrière du sinus frontal et au-dessus du sinus ethmoïdien, on retrouvait un matériel de comblement qui était d'une densité comparable avec de la terre avoisinante. Donc quelque chose qu'on trouve très fréquemment sur les crânes secs archéologiques. En postérieur, en revanche, on avait des fragments d'un tissu qui était un petit peu plus dense, calcifié, qui n'était pas de la terre, et qui là correspondait qui a été prélevé à nouveau en fibroscopie, sans vous, Monsieur Tillot, je suis désolé, et ça s'est révélé être du tissu cérébral, totalement calcifié, mais encore identifiable en anapathe. Les 2 derniers cas, un crâne surmodelé d'Océanie, début du XXe siècle. Là, vous voyez, c'est exactement comme si on voyait une photographie avec les corilles agglomérées aux cheveux, laissant apparaître au niveau d'une tonsure, si je peux dire, le vertex et la suture sagittale. À l'examen scanographique, on observe que la mandibule est totalement factice, montée en fait par une pièce de bois à laquelle est aggloméré un tissu céramique. Le nez également est factice en céramique, et puis on voit les corilles qui sont agglomérées dans la chevelure, qui est une chevelure dense, et également les cheveux étant densifiés par un matériel à base d'argile. Et donc le dernier cas, comme promis, cet individu qui a été décapité par la guillotine à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. Le diagnostic de décapitation ne devait pas être confirmé. Un examen macroscopique paléopathologique ou anthropologique suffisait largement pour accréditer ce geste, avec néanmoins une petite chose, vous remarquez que le trait de découpe aurait dû découper normalement la bouche. Il s'agit simplement d'une ouverture post-mortem de la bouche avec un lâchage des articulations au fur et à mesure
mesure de la décomposition qui s'est néanmoins installée pour cet individu. Et donc, vous voyez ici, là, il y a 2 traits en fait. Un trait ici, et puis là, l'obliquité de la mandibule qui s'explique par l'ouverture post-mortem. Donc là, on a le crâne sec, dépourvu de toutes les chairs qui étaient encore attenantes, et on observe une très bonne conservation des tissus mous à l'intérieur du crâne, avec la faux du cervelet, que vous voyez ici, une partie du cervelet, une partie des lobes occipitaux et la partie postérieure des pariétaux. Évidemment, confirmation du diagnostic de décapitation, passant au niveau de C3, C4. Et puis, vous voyez l'extrêmement bonne conservation des matières cérébrales, la tente du cervelet et puis la faux du cerveau que vous allez voir apparaître sur ces 2 derniers coupes. En pratique, en conclusion, je ne voudrais pas faire de prosélytisme vis-à-vis de la radiologie pour la paléopathologie, mais c'est quand même un instrument dont on a systématiquement besoin quand on fait de la paléopathologie organique. J'insiste sur le terme organique. Il permet de guider vraiment des prélèvements ultérieurs, notamment fibroscopiques, anatomopathologiques, en biologie moléculaire, M. Berch, en toxicologie, en botanique et en bactériologie. Donc on ne travaille pas à l'aveugle et surtout on stocke les données pour pouvoir revenir après parce que malheureusement l'archéologie comme la paléopathologie ont détruit immanquablement une certaine partie de notre substrat, de notre travail et il faut compenser cette perte. Je vous remercie. Merci M. Charlier, merci 2 fois, merci pour cette belle communication, mais également pour avoir respecté scrupuleusement votre temps de parole, ce qui va nous permettre de laisser les auditeurs libres de poser de nombreuses questions. Monsieur Albou. Oui, je voudrais poser une question. Dans ton exposé, donc, tu présentes surtout des images de crânes anciens. Donc, outre l'aspect évidemment spectaculaire et visuel de la chose, est-ce qu'il y a une justification aussi paléopathologique? Est-ce qu'on trouve plus de renseignements sur les crânes par rapport aux autres os du squelette ou non? 2 réponses. La première, heureusement que j'ai montré le tibia et le péroné de Diane de Poitiers, ce qui me sauve. Non, il y a 2 raisons pour lesquelles les crânes sont surreprésentés en paléopathologie organique. La première, ça tient vraiment au craniocentrisme des collections anthropologiques du XIXe siècle, pour lesquelles c'est pour nous une énorme source de travail. Et surtout en archéologie, et même dans les sociétés anciennes, il y avait une conservation prépondérante, préférentielle du segment céphalique sur le reste du squelette, notamment le squelette appendiculaire. Autre chose, l'autre justification, qui est beaucoup plus scientifique, celle-ci, c'est que le crâne, comme tu le sais, est une cavité. Et toute cavité, là c'est une cavité d'ailleurs qui est presque fermée lorsque le trou occipital n'est pas fragmenté, ni les os de la face, et du coup ça conserve beaucoup mieux toutes les substances organiques qui sont encore présentes à l'intérieur. Il n'y a pas que les dépôts de fluides de putréfaction qui me sont chers, qui se conservent à l'intérieur du crâne, il y a aussi les résidus cérébraux, les résidus cérébelleux, la dure mère et tout ce qui peut également être mis à l'intérieur du crâne lorsque le crâne joue un rôle de réceptacle, par exemple l'ampoule contenant les restes de Saint-Clément. Donc ça joue vraiment ce rôle de petites outres, de petits réceptacles, non seulement dans l'histoire de l'art, dans l'archéologie et aussi sur le plan anatomique. Une autre question? Monsieur Berch. Attendez, non, parlez avec le micro de telle façon à ce que cela soit enregistré. Un point de détail sur le crâne de la personne décapitée. Vous avez dit qu'il y a de la substance cérébrale. Comment a été conservé ce crâne? Tout simplement, il a été séché. Il a été séché. Le simple fait de sécher un segment corporel, surtout quand l'humidité n'est pas entretenue, ça conserve très bien. Mais dans la zone déclive. On pourrait faire quelques analyses génétiques dessus, donc. Ça serait bien. Ça serait bien. Madame Gorevitch. Et qu'est-ce qui vous fait dire que c'est la guillotine et pas un sabre? C'est une pièce qui est connue, en fait. Et on a le nom de l'individu, on a son âge, et on sait même la raison pour laquelle il a été passé par le fil de la guillotine. Il y a simplement une ambiguïté sur la lecture de l'année. À 2 années près, il passe entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Monsieur Ferrandis, une question. Philippe Charlier, je te remercie également pour ta magnifique présentation. Je voudrais dire simplement que la radiologie est également utilisée depuis longtemps pour la datation, pour l'étude des œuvres d'art, et en particulier des peintures, comme tu le sais certainement. Je voudrais rappeler justement cet intérêt extra-médical de la radiologie. Une autre question? Je vais peut-être en poser une.
Et avant, je ferai une remarque. La radiologie et la paléopathologie, c'est une histoire de premiers instants, puisque 6 mois à peine la découverte de Röntgen, une première momie égyptienne était radiographiée. Donc c'est une longue histoire et un long compagnonnage entre ces deux disciplines. La question, c'est plutôt une réflexion, est à propos de cette métallisation du réseau vasculaire de la préparation anatomique. De 2 choses l'une, mais en fait il n'y en a qu'une. C'est qu'on ne peut pas croire que c'est le résultat d'une action volontaire et délibérée. En revanche, on doit vraiment se poser la question de la datation. Et peut-être se la poser en se disant si une préparation visant à la conservation de la pièce n'est pas à l'origine de cette empreinte du réseau vasculaire. J'en doute malheureusement parce que vraiment le réseau vasculaire va très en aval, ou en amont, en aval plutôt, et vraiment des petits vaisseaux, pour ne pas dire des micro-vaisseaux, des capillaires, sont bien touchés par cette métallisation. Donc manifestement, je pense qu'il y a un problème là de datation qui se pose, avec peut-être des parasitages quant aux méthodes utilisées. Alors, je rebondis très vite sur votre remarque, Monsieur Tillot. En effet, le carbone 14 est un outil dangereux pour nous, et je ne vais pas vous faire l'affront à certains des biologistes qui sont ici de dire que c'est un instrument dont on use vraiment avec parcimonie en archéologie, en anthropologie et en paléopathologie. On préfère vraiment l'utiliser comme un argument, mais pas comme le seul argument. C'est pour ça que l'âge, la localisation topographique, l'origine archéologique de la pièce, sa traçabilité sont pour nous des éléments beaucoup plus importants qu'une datation au carbone 14. Là, en l'occurrence, ces datations-là a été faites de façon anonyme, c'est-à-dire que c'était juste un numéro et le laboratoire, en l'occurrence Beta Analytics à Miami, qui a travaillé dessus, qui est une bonne réputation, ce qui est important, a également travaillé sur d'autres restes que je lui avais soumis au même moment, ceux de Diane de Poitiers, ceux de 2 lébès attiques, donc des crémations de guerriers grecs conservés au musée du Louvre, les ossements de Fourni, donc des suppliciés de 166 avant Jésus-Christ retrouvés à Délos, pour lesquels toutes les datations sont revenues exactement dans la marge qu'on escomptait, assurant l'authenticité des pièces. Donc, voilà, on travaillait vraiment en double aveugle. Celui qui envoyait, qui mettait les numéros, n'était pas celui qui recevait et qui traitait les résultats. Donc c'était normalement dans les règles de l'art. Ce qui veut dire que vous conservez cette datation du XIIIe siècle. Tout à fait. Alors ça pose un problème. Et c'est bien que ça pose un problème. C'est comme ça qu'on avance. Très bien. Pas d'autres questions. Je n'oublie pas que je ne fais que co-présider cette séance et donc je vais demander à Monsieur le doyen Berche de venir annoncer les 2 prochaines communications.